Bonjour à tous, donc je suis Catherine Laporte, médecin généraliste installée à Clermont-Ferrand et maître de conférence des universités à la faculté de Clermont-Ferrand. Et on va effectivement essayer d'entrevoir ensemble pourquoi la consommation de cannabis chez l'adolescent n'est pas juste une consommation de cannabis d'un adulte jeune, mais avec certaines spécificités. Alors avant de parler de cannabis et de consommation de cannabis, il faudrait qu'on redéfinisse ensemble de quoi on parle. Je ne sais pas vous, mais même moi qui baigne dans le cannabis depuis quelques années, quand on me dit cannabis en ce moment, il y a plusieurs petites bulles qui s'allument. Il y a le cannabis, alors dit récréatif, même si les institutions n'aiment pas ce mot, il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est une consommation intentionnelle d'un psychotrope qui, pour le coup en France, est illégal, avec la recherche d'une euphorie, d'un bien-être, des conséquences du psychotrope. Mais il y a aussi le cannabidiol qui est en train de prendre une place assez importante sur le marché, à la fois en tant que produit vendu à des fins non thérapeutiques. Donc le produit est vendu en le présentant comme quelque chose qui va être relaxant, euphorisant, mais il ne doit pas contenir de THC, en tout cas pas plus qu'un certain pourcentage qui est très infime. Et on commence à voir non pas des coffee shops, mais des cannabidiol shops un peu partout. Il y en a une douzaine à Bordeaux. Donc il y a cette partie-là du cannabidiol. Et puis un cannabidiol qui est utilisé dans certains médicaments. Et il y a une table ronde qui suit avec l'ANSM tout à l'heure sur le cannabis médical et cette utilisation plus médicale des deux produits mélangés, cannabidiol et tétrahydrocannabidiol. Et puis à la marge, on a les cannabinoïdes de synthèse qui, comme leur nom ne l'indique pas, ne sont pas du cannabis, ne contiennent pas de cannabis. C'est de la chimie par rapport aux autres produits dont je vous ai parlé jusqu'à présent qui sont issus de la plante. Cannabinoïdes de synthèse, c'est le spice, là, les petits sachets jaunes un peu aluminium qu'on voit parfois dans des pubs. Et c'est vraiment de la chimie, c'est des molécules fabriquées en Chine la plupart du temps, qui sont recomposées en Europe et qui sont illégales aussi. Il faut savoir qu'il y en a pléthore. Il y a plus d'une centaine de produits répertoriés par les douanes et les instances qui s'occupent des saisies de drogue, et il y en a énormément. Donc vraiment, c'est 4 cases différentes du produit cannabis. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à nos 39% d'adolescents de 17 ans qui ont déjà fumé un joint dans leur vie, puisque le cannabis, en France, se consomme essentiellement sous forme de joints ou de bang, mais c'est un peu plus à la marge, de joints fumés, soit à partir de résine, donc c'est les petites barres qu'on effrite sur le tabac, soit à partir de bœufs ou d'herbes, donc c'est les sommités qu'on éparpille aussi sur le tabac. Et j'insiste sur le tabac, puisqu'en France, il est essentiellement consommé avec du tabac par rapport à d'autres pays où il est consommé pur. Donc voilà, après, cet élément de cadrage sur de quoi on parle, de qui on parle et de combien de personnes on parle. Donc je vous le disais, vous pouvez faire le compte, j'en sens certains qui commencent à calculer combien je vois d'adolescents à la semaine. 4 sur 10 ont déjà essayé le cannabis. 21%, on voit que ça diminue un petit peu d'année en année, mais quand même 21%, donc un cinquième d'entre eux, consomment tous les mois, se consument en consommant tous les mois. 7% en usage régulier. L'usage régulier, c'est au moins 10 fois par mois. Donc pour le traduire, c'est tous les week-ends, en gros, toutes les soirées des week-ends. Et on est à 3% de quotidien. On a de moins en moins une approche produit par produit. Donc je vous ai quand même remis comment se situaient nos adolescents français par rapport à toutes les autres substances qu'ils pouvaient rencontrer. Le grand gagnant de l'expérimentation, c'est l'alcool. On le sait, la culture du vin et de l'alcool en France est très particulière. Ils ont accès à l'alcool tôt et massivement, puisqu'ils sont près de 90% à avoir essayé l'alcool dans leur vie. Le tabac, on est à 60% d'adolescents qui ont consommé dans leur vie. Donc voilà un peu comment se situent nos adolescents. Et avec des expérimentations, par contre, d'autres produits illicites, dits un peu plus durs, qui augmentent. On est quand même à 3,4% de nos ados, on est toujours à 17 ans, qui ont essayé le DMA ecstasy, 2,8% la cocaïne. Les cannabinoïdes de synthèse, je le disais tout à l'heure, c'est près de 2%, et l'héroïne, bien heureusement, c'est à la marge. Donc voilà ce que nos adolescents à 17 ans ont essayé dans leur vie, voilà en quelle proportion. L'âge moyen d'expérimentation du cannabis étant en ce moment autour de 15 ans, en gros un peu plus de 15 ans. Alors les comportements, les troubles du comportement ne concernent pas que les substances ingérées et inhalées, mais il y a aussi tout un environnement numérique autour de notre adolescent. Alors l'environnement numérique, on va le voir, ça a beaucoup d'avantages,
Mais il faut savoir que la majorité de nos adolescents ont des portables, sont dépendants aux réseaux sociaux, y passent de plus en plus d'heures, et qu'il peut y avoir un environnement comme ça isolant entre une connexion entre parfois leur utilisation des jeux ou des réseaux sociaux et leur utilisation de substances. Voilà un peu pour les décrire et pour savoir qui on a en face de nous quand on a des adolescents. Alors, je voudrais revenir sur le tabac. Jusqu'à présent, il y avait cette espèce de filiation chronologique qui disait que souvent les adolescents essayaient une cigarette et puis leur environnement faisait qu'ils essayaient un joint, certains d'entre eux, et puis que c'était finalement les deux portes d'entrée vers toutes les autres substances. Ce schéma-là est vraiment en train d'être cassé. Alors on a un lien très fort par rapport aux prévalences dont je vous ai parlé. Les fumeurs de tabac, la moitié d'entre eux carrément sont des usagers réguliers de cannabis, et chez les usagers de cannabis, indépendamment du tabac qu'il y a dans les joints, les 3/4 d'entre eux fument aussi du tabac. Donc il y a un lien très très fort, avec une connexion très très forte, mais il est plus chronologique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays où il y a des études qui montrent cette espèce d'agenda d'expérimentation, où on a vraiment une entrée par le joint, par le cannabis, qui amène après à une dépendance au tabac. Et on l'a vu dans les courbes, le problème de la dépendance au tabac, c'est qu'elle vient très vite. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on peut expérimenter l'alcool adolescent, mais ne devenir usager régulier que pour une toute petite pourcentage d'entre eux. Les expérimentateurs de tabac, 2 ans après, 80% sont des fumeurs quotidiens. C'est vraiment la substance qui génère le plus de dépendants après. Donc une connexion entre les deux produits, une entrée en matière qui alterne entre les deux produits avec un gradient qui s'efface, et c'est vraiment on passe de l'un à l'autre, et un sevrage du coup du tabac qui est beaucoup plus difficile quand il y a une double dépendance, avec des échecs de sevrage, et puis un va-et-vient entre les deux. C'est-à-dire que quand les doubles consommateurs veulent arrêter le tabac, ils fument un peu plus de cannabis, et vice-versa, quand ils sont en train de se dire je vais diminuer le nombre de joints, ça se répercute sur la consommation de tabac. Donc c'est vraiment un lien à prendre en compte, une approche produit par produit, à ventiler sur plutôt la personnalité de notre adolescent, les risques qu'il a de devenir dépendant et d'avoir un usage à risque. Un petit mot des conséquences. Bien sûr, en termes de comportement, le cannabis est euphorisant, provoque des troubles de l'attention, de la vigilance. Donc les deux principaux problèmes majeurs aigus, ça va être les prises de risques en voiture, avec une conséquence en accidentologie qui est de 25 fois supérieure à la conduite sous emprise d'alcool simple. Quand vous avez alcool plus cannabis, vous avez vraiment un surrisque d'accident qui est énorme. Et puis les troubles du comportement, des comportements sexuels, avec plus de rapports non protégés, plus de violence, etc. Donc ça, c'est vraiment pour les causes aiguës qui concernent tout le monde, quel que soit l'âge. Mais bien sûr, nos adolescents, on verra après, avec en plus leur perception du risque et leur perception des expérimentations un petit peu différentes. Et après, simplement pour rappeler les 3 pôles, toute la cancérologie ORL et pulmonaire, qui est en synergie, c'est-à-dire qu'il y a souvent l'image véhiculée que fumer du cannabis, c'est un petit peu moins dangereux que fumer des cigarettes. Il y a cette espèce de truc, c'est bio, c'est une plante, etc. Non, souvent il n'y a pas de filtre quand on fume un joint. Souvent on tire dessus plus fort, on se le fait tourner, et il y a un risque l'inhalation des produits de combustion est tout aussi risquée, et vraiment fait une synergie entre les deux. On commence à voir que c'est plus dangereux de fumer les deux que de fumer chacun séparément. Les problèmes cardiovasculaires, inhérents bien sûr au tabac, à chaque fois c'est surajouté avec les risques du tabac, mais on a vraiment l'infarctus du jeune et l'artériopathie du jeune de 40 ans qui sont majoritairement et massivement attribués à la consommation de cannabis récente. Et puis il y a notre cerveau, on va y venir. L'impact de la consommation de cannabis sur un cerveau adolescent va amener des conséquences multiples. Alors quel que soit l'âge, il faut séparer un petit peu les choses parce qu'on parle de beaucoup de choses et on ne sait plus trop ce qui est dangereux ou pas, ce qui est une conséquence, ce qui est une cause. Pour les usagers chroniques et massifs, souvent va s'accompagner ce qu'on appelle le syndrome motivationnel, avec une marginalisation, un moindre élan, moins d'élan de vie, une dynamique qui s'affaisse, des résultats scolaires qui tombent, moins de sport, etc. Ça, souvent, ce n'est pas forcément associé à une pathologie neurologique ou psychiatrique, c'est souvent réversible avec l'arrêt, même si c'est compliqué. Mais c'est vraiment le syndrome clinique, le syndrome sémiologique qui peut accompagner nos usagers un petit peu chroniques. Et ça peut être un des signes d'alerte. Tiens, il a arrêté le sport. Tiens, les résultats scolaires sont en baisse, etc. Et après, on a toute une partie un peu plus pathologique, avec la psychose cannabique, le fameux bad trip, qui peut arriver
dès la première consommation assez fort. Et alors autant le message, on va le voir, va être de la réduction des risques, des changements de comportement doux. On n'en est pas à nos politiques qui disent encore en ce moment la drogue c'est de la merde. On essaye de faire quelque chose sans très patient et qui évolue doucement. Autant quand une personne, adolescente ou adulte, fait une psychose cannabique, une bouffée délirante aiguë ou un épisode vraiment majeur sur une première consommation, c'est des gens à qui on va pouvoir dire « vous, il faudrait que vous ne consommiez plus jamais de cannabis de votre vie parce que vous êtes très très à risque ». Donc voilà un des petits messages où vraiment ça c'est un argument pour dire « non, vous ce sera cannabis zéro ». Il y a des vrais troubles anxieux, des dépressions et une association avec le risque suicidaire. Qui là aussi interviennent sur des personnalités fragiles. Donc on est toujours à la marge, et bien sûr pour la psychose et la schizophrénie avec le cannabis, avec un aller-retour entre le facteur génétique et le facteur lié à la substance, cause et conséquence, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont un trouble psychotique qui vont plus fumer de cannabis, mais le cannabis va augmenter leur risque de rechute dans la pathologie et l'avancée de diagnostic de la pathologie. Donc tout ce risque psychiatrique existe. Et en fait, le problème, c'est que plus le jeune consomme tôt, plus il existe. Donc c'est là où je vous disais, on n'est pas juste sur un adulte jeune qui consomme. On ne va pas refaire toute la pharmacocinétique du cannabis, mais en gros, entre autres, le THC, il va se fixer sur certains récepteurs, les CB1 dans le cerveau, et les deux zones qui touchent n'ont pas fini, ne sont pas arrivées à maturation, et donc vont provoquer des conséquences indélébiles, irréversibles pour la suite. Et notamment, ça touche tout le système dopaminergique qui intervient dans le système de récompense, donc tout ce qui va déterminer après la dépendance, les addictions, et notre système de mémoire immédiate qui va impacter toute la cognition et la réflexion. Et ça, vraiment, c'est le message qu'il faut véhiculer. On a souvent des parents qui nous disent « mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis de consommer ou pas? Le cannabis, c'est dangereux ou pas ?» Je crois que le deuxième petit message à remporter à la maison, c'est ok, il va expérimenter des choses. C'est compliqué de dire à un adolescent non, n'essaye pas. Par contre, le plus tard possible, après 18 ans, le plus tard possible, quand le cerveau sera arrivé à un moment où il sera assez solide anatomiquement parlant pour absorber ce produit psychotrope sans en être altéré à vie. On a vraiment des études avec des images IRM où il y a des zones du cerveau qui sont vraiment modifiées sans possibilité de retour en arrière à cause des consommations précoces et initiales. Donc en gros, l'usage précoce de cannabis, système de récompense, ça veut dire plus de troubles de l'usage à l'âge adulte, toutes substances confondues. Donc ça perturbe vraiment notre système de dépendance et de récompense, mais pour toute la vie. Problème de santé mentale, on l'a vu, et le déclin neurocognitif qui est réel. On a des différences de QI adultes avec des gens qui ont commencé plus tôt. Alors c'est pareil, on a des patients qui nous disent « regardez, j'ai fumé toute mon adolescence, tout va bien ». C'est un petit peu compliqué de leur dire « vous auriez pu être encore plus intelligent que ça ». Mais par contre, on peut tout à fait leur rappeler que bien sûr c'est un risque collectif, que ça ne touche pas tout le monde, mais qu'il peut y avoir cette réelle perte de chance et cette réelle perte de cognition. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est généraliste dans son cabinet? Toutes les études le montrent, y compris celle de notre ami Philippe Binder ici présent, il faut leur poser la question le plus librement possible. Et si on est neutre, qu'on n'a pas d'a priori sur la réponse, et qu'on nomme les termes, et qu'on sait de quoi on parle, ils vont nous répondre. Et franchement, ils ne sont pas forcément initiateurs de la discussion, mais ils vont être en attente que nous, on pose la question, et ils nous trouvent dans nos rôles quand on pose la question. Donc, est-ce que vous fumez? Qu'est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez du cannabis? Les deux. Il faut poser la question et pas hésiter à la poser, parce qu'ils seront pas mal à l'aise, et ça ne va pas leur donner l'idée d'aller fumer, il faut y aller. Ensuite, on va évaluer un niveau de risque. Est-ce qu'il y a un trouble de l'usage? Est-ce que c'est une consommation très occasionnelle? Est-ce qu'elle a des répercussions? Et là, on a tout un type d'outils. Je vous ai simplement mis le CAS, le Cannabis Abuse Substance Test, pour avoir une idée de si on est déjà sur quelque chose de problématique qui va nous demander une prise en charge ou simplement une surveillance ou pour trier un petit peu les choses. Les tests, c'est toujours pareil. On en a pléthore dans nos cabinets. On peut très bien le prendre comme un support pour dire à l'adolescent, tiens, c'est pas moi qui le dis, c'est le test, tu vois, c'est objectif, on est sur un usage qui devient problématique, ou en extraire des questions. Est-ce que ta famille t'a déjà parlé de réduire, ou tes amis, etc. Donc on peut vraiment l'utiliser comme on veut, en fonction de sa propre pratique. L'important, c'est d'être à l'aise soi-même, en fait, pour qu'il soit à l'aise. Et de la réponse à cette évaluation, est-ce que je suis sur un usage problématique ou pas,
bah là on a un panel de possibilités d'intervention dont on parle depuis quelques années maintenant, avec simplement un conseil minimal en disant bah, la porte est ouverte, si tu veux venir m'en parler, si tu vois que tu consommes de plus en plus. Des fois c'est aussi quand on n'a pas le temps, il faut être honnête, on n'a pas toujours le temps d'aller plus loin. Et après l'intervention brève ou l'entretien motivationnel pour déjà amorcer une prise de conscience, une responsabilisation, vraiment une réflexivité autour de cette consommation et de ne pas le laisser seul avec, même s'il ne va pas y avoir un arrêt ou un impact immédiat. Alors juste redire un mot de l'intervention brève, qui a été testé et éprouvé, y compris en France, mais pas tant que ça. C'est compliqué de prouver qu'un changement de comportement médecin, donc une intervention de médecin, de communication, va changer un comportement d'adolescent. Mais on a quand même de bonnes pistes pour dire que chez nos plus jeunes, qui sont encore malléables, et chez nos consommateurs modérés, qui ne sont pas encore dans des dépendances avec des circuits neurologiques très altérés, cette manière de faire marche bien. C'est-à-dire, on reformule avec lui, on le rend responsable, mais sans le juger, sans le culpabiliser de cette consommation, en lui rappelant certains risques, etc. Et après, il établit le contrat lui-même, c'est-à-dire qu'il nous dit bah, « moi, je veux bien arrêter le joint le matin avant d'aller à l'école, je veux bien en fumer un le soir plutôt que deux ». Et on accompagne comme ça ce changement en le revoyant, en s'appuyant sur des outils ou pas. La HAS a sorti en 2014 un outil d'aide au repérage précoce à l'intervention brève pour tabac, cannabis, alcool. Et ça peut être, même s'il est chez l'adulte, ça peut être un bon support pour s'aider et dérouler sa consultation. Donc on le voit, on a quand même un moyen d'action dans notre cabinet pour le faire revenir, pour en discuter librement et pour commencer à générer du changement. Après, c'est toujours pareil, nous on est face à tout l'éventail de consommation, la personne qui a expérimenté un joint une fois en soirée, celui qui fume tous les week-ends, celui qui fume tous les jours, et on va avoir des personnalités en face de nous où on voit qu'on n'a pas accès à cette consommation. Donc, on parle de plus en plus de pathologies duelles, c'est les adolescents où on voit qu'on va avoir aussi un isolement plus important, une pathologie psychiatrique sous-jacente, un contact bizarroïde, et là on va commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une décompensation psychotique qui est en train de se faire en même temps? Et là, il faut se faire aider. Alors c'est toujours très compliqué, on se dit toujours, moi je suis toujours très ambitieuse en communication, je me dis, je vais trouver un moyen de donner à chaque généraliste la possibilité de trouver vers qui il faut se tourner. En fait, pas du tout. C'est tellement territorial, et certains d'entre nous sont proches du service d'édictologie du CHU parce qu'on a déjà fait un congrès avec eux, d'autres sont proches de l'ARCSAPA. Il y a les consultations jeunes consommateurs qui sont une ressource très intéressante et pertinente, mais elle ne marche pas dans toutes les villes de la même manière. Donc je pense que vraiment, c'est un peu banal, mais à chacun son réseau, enfin son territoire, pour trouver un interlocuteur qui va désamorcer une situation, donner un conseil ou permettre une entrée en prise en charge secondaire ou tertiaire plus rapide. Il y a quand même des outils. En Auvergne, j'ai pris l'Auvergne parce que c'est mon site, mais en Aquitaine aussi, il y a d'autres régions qui l'ont. Il y a des sites locaux avec les répertoires, la cartographie de tous les intervenants psychiatres ou addictologues, adolescents ou adultes. Et puis il y a le site aussi Drogue Info Service, donc l'accès c'est par le site portail Intervenir Addiction, où vous avez un petit moteur en ligne où vous rentrez la région, la spécialité que vous voulez, etc. Et pareil, vous avez accès à une cartographie des ressources secondaires et tertiaires autour de vous. Donc ça peut être une bonne aide aussi. Donc voilà en gros les spécificités de notre consommation adolescente. Et donc si on devait résumer, je pense qu'on ne peut pas dire à un adolescent de ne pas fumer, mais je pense qu'il faut vraiment lui expliquer que c'est plus dangereux pour son cerveau toute la période adolescente. Et en tant que médecin généraliste, ouvrir cette porte, ouvrir cet espace de dialogue qui revienne, même si vous n'avez pas de réponse, même s'il ne veut pas en parler, il se rappellera qu'il peut venir en parler à cet endroit-là, qui sera un espace dédié, et puis commencer des prises en charge qui sont tout à fait accessibles, possibles, et qui peuvent commencer à porter leurs fruits. Merci de votre attention. Jean-Pierre Lebeau de Tours. En fait, j'ai deux questions, mais en revanche, c'est vraiment des questions. La première, c'est, je crois savoir que les deux drogues légales sont celles qui tuent le plus grand pourcentage de leurs consommateurs. Et qu'est-ce qu'ils en... Oui,
Les deux drogues légales. Les deux drogues légales, l'alcool et le tabac, sont celles qui tuent le plus grand pourcentage de leurs consommateurs, même pas le plus grand nombre absolu, ça c'est une évidence, mais le plus grand pourcentage de leurs consommateurs. Qu'est-ce qu'il en est du cannabis? Un, deux. Oui. C'est plus compliqué de déterminer. Il y a souvent dans les grands messages de Santé publique France ou de Santé publique nombre de morts attribués au tabac et au cannabis, au tabac et à l'alcool, pardon. C'est un petit peu plus compliqué d'avoir combien le cannabis a tué de gens. D'abord parce que dans l'accidentologie, c'est noyé avec l'alcool et l'alcool prime, parce qu'on ne sait pas exactement le risque suicidaire, combien ça a provoqué, engendré, combien c'est lié. C'est un chiffre qui va se dessiner dans les années à venir, mais qui est encore extrêmement difficile à avoir. Et juste pour revenir sur tabac, alcool, je suis complètement d'accord avec toi. Ça reste les deux majeures, principales, et en prévalence et en risque. C'est aussi pour ça que dans les cabinets, il est vraiment intéressant d'avoir une approche, pour le coup, biomédico-psychosociale et pas du tout produit par produit. Et moi, quand ils me demandent souvent, mais alors le cannabis, ça va être légalisé, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, mais moi, ça va rien changer à mon discours, parce qu'en fait, les risques ne vont pas changer avec la légalisation. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, on va en parler à une autre table ronde. Il y a le cannabis médical qui arrive, avec un grand flou, et je détaillerai un peu plus tout à l'heure qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Il y a une espèce de fantasme sur le joint prescrit. Il y a tout un mélange entre une consommation autothérapeutique, où on va chercher un soulagement, et puis une consommation médicale, où c'est une indication, une prescription, un soin. Et ça fait un boulgui-boulga qui, pour nous, n'est pas toujours simple, ni adulte, ni médecin. Alors pour les adolescents, c'est normal que ce soit compliqué. J'ai une deuxième question très rapide, c'est est-ce qu'il y a des données qui montrent une différence d'efficacité de la prise en charge selon que le médecin lui-même a été expérimentateur ou pire dans son adolescence ou sa jeunesse? Alors ça, c'est une question qui est très intéressante. J'en discute beaucoup, toujours, avec mon groupe d'internes en GEP, en JASP, voilà. Parce que les patients nous posent souvent la question « Ah, mais vous avez l'air de bien me comprendre, vous fumez, vous savez ce que c'est. » C'est ça. Et on me demande jamais si j'ai un diabète, on me demande jamais si j'ai eu un cancer, quand je suis sympa avec quelqu'un qui j'annonce un cancer. Et je trouve que ça touche un des nœuds du problème, c'est les représentations. Multiples, c'est-à-dire qu'on a des produits, qu'on a des gens qui consomment, qu'on a nous-mêmes de notre propre consommation. Et c'est plusieurs travaux qui sont en train d'être faits, notamment pareil par Philippe, Julie Dupouille a publié il n'y a pas longtemps là-dessus, sur notamment la représentation des internes en médecine et des internes en pharmacie sur les futures consommations. Et l'espèce d'ambition, de vœu ultime, ce serait que l'addiction soit considérée comme une maladie chronique à part entière, des facteurs de risque, des déterminants, un truc multifactoriel, multidodal, avec des conséquences socio-économiques, une intervention des médecins, pharmacologique, non pharmacologique, sans qu'il n'y ait plus cette histoire de est-ce que tu fais mieux arrêter les gens parce que tu as déjà fumé ou pas? Et à titre plus personnel, je trouve ça en plus complexe parce que il y a des phrases, bien sûr, qu'on fait avec notre vécu en consultation. Donc, il y a des phrases ou des attitudes où on se sent en compréhension, en surempathie. Sauf qu'en fait, c'est aussi dangereux parce qu'on a l'impression de comprendre, alors que finalement, on n'est pas l'autre. Et l'autre, il va quand même réagir différemment. Et il faut quand même se dire, non, c'est pas parce que j'ai déjà vécu que je comprends mieux. Donc, c'est super intéressant, mais c'est pas simple. Catherine, est-ce que dans tes entretiens avec les adolescents, tu as remarqué qu'il y avait des arguments ou une façon de parler du cannabis qui était plus déterminante qu'une autre pour les faire hésiter sur leur future consommation? Je ne sais pas s'il y a des déterminants. Je pense que c'est un mélange entre le ressenti et ce que j'ai pu dire sur ce qu'ils attendent de nous, qui n'est pas toujours le même. Je crois vraiment quand on sait de quoi on parle et qu'on n'a pas l'air gêné nous et qu'on ne fait pas le serpent autour du problème, qu'on pose des questions et que la réponse a le même impact sur nous que est-ce que tu as déjà eu une entorse du poignet ou est-ce que tu as été opéré de l'appendicite, je trouve qu'ils se sentent bien et qu'ils parlent quand même. Il y a quelque chose, je sais, qui te tient à cœur et que je n'ai pas dit, c'est de les voir seuls. Mais alors ça, c'est indispensable de les recevoir seuls et de pas sortir les parents, mais les inviter à revenir seuls la prochaine fois s'il y a les parents, pour le repérage tout précoce et les premières questions qui sortent de la zone de confort de tout le monde, c'est sûr que c'est plus pertinent.
plus contributif.